Bonjour tout le monde et merci de m'avoir invité à ce séminaire. Effectivement, j'ai participé dès le départ du séminaire et je trouvais ça vraiment très intéressant. Et je trouvais que le dosage d'intervention entre académiciens, si je puis le dire, et praticiens est particulièrement important pour nous aussi, au niveau européen, pour voir quel pourrait être le décalage éventuel entre les règles et leur application sur le terrain. Je voudrais, avant d'aborder les deux questions que vous m'avez adressées plus particulièrement, monsieur le professeur, parler un peu plus en général et poser un peu le cadre. Je sais qu'il est bien connu de tous les participants à ce séminaire, mais je pense qu'il peut être quand même intéressant. Il y a un certain nombre de dichotomies, je dirais, ou de logiques, si pas contraposées, un peu différentes. D'abord, il y a la logique à laquelle on a fait référence avant, de la libre circulation des travailleurs. Et là, c'est effectivement, on est dans cette logique où un travailleur décide de s'installer de façon relativement durable dans un autre État membre. Et là, effectivement, pour ce qui est du droit du travail, il n'y a aucune difficulté. C'est le droit du travail du pays où il travaille qui s'applique et il est traité à égalité des conditions avec les travailleurs nationaux. Et pour la sécurité sociale, c'est exactement la même chose. Et tout ça, c'est effectivement dans un souci de préserver les droits en cours d'acquisition. En contraposition avec ça, il y a la mobilité temporaire, qui est notamment celle qui nous occupe en particulier maintenant, celle des travailleurs détachés, qui n'ont pas vocation à s'insérer de façon durable ni dans le marché de l'emploi du pays d'accueil, ni dans la société, je dirais, du pays d'accueil, mais qui ont vocation à faire des allers-retours, je dirais. Et là, effectivement, c'est pourquoi il y a des règles qui sont différentes. Donc ça, c'est une première dichotomie. La deuxième dichotomie, c'est entre la libre prestation de services, ou les deux logiques qu'il faut concilier, je dirais, c'est celle de la libre prestation de services, qui est une des libertés, évidemment, fondamentale du marché unique, et la libre circulation des travailleurs. Donc, même chose, il faut là faire la part des choses, et il faut d'un côté permettre aux entreprises qui peuvent profiter dans le bon sens, je veux dire, du marché intérieur, il faut leur permettre de fournir leurs services dans d'autres pays que le leur, et pour cela, pour le faire en égalité de chances, dans un cadre d'une concurrence loyale, ils doivent pouvoir effectivement, pour des prestations d'une durée déterminée, ils doivent pouvoir effectivement se déplacer avec leurs travailleurs. Et là, il y a effectivement deux logiques qui sont relativement différentes. Et la troisième, c'est effectivement la logique du droit du travail avec la logique du droit de la sécurité sociale. Et si on met tout ça ensemble, qu'est-ce qu'on constate? On constate que lorsqu'on parle du droit du travail, et notamment dans le cadre de la mobilité temporaire, c'est-à-dire en particulier du détachement, d'un côté, on permet que le travailleur continue d'être employé par l'employeur du pays d'envoi, je dirais, et donc c'est le droit du pays d'envoi qui s'applique, mais toutefois, il y a une série de conditions, un noyau dur, je dirais, de règles du droit du travail du pays d'accueil qui s'applique. Et c'est ça toute la logique en cours des directives de détachement, que ce soit de celle de 96 ou celle de 2018. Et là, c'est effectivement, il y a un équilibre qui est difficile à trouver parce qu'il y en a qui voudraient pousser davantage la liberté de prestation de services et donc éliminer autant de ce qu'ils appellent barrières à cette liberté, notamment toutes sortes de contrôles ou toutes sortes de règles qui, d'après eux, seraient des règles bureaucratiques sans trop de sens. Et il y a par contre ceux qui voudraient appliquer toutes sortes de contrôles et faire en sorte que ces travailleurs, de facto, soient des travailleurs mobiles, pas des travailleurs mobiles temporairement, mais des travailleurs mobiles. Et c'est là où cette directive essaye d'atteindre cet objectif. Et ça se fait dans le cadre aussi, donc d'abord, on vise à protéger la prestation de services, bien sûr. On vise à protéger les conditions de travail des travailleurs déplacés, qui sont par définition plus vulnérables que les travailleurs qui sont régulièrement installés dans les marchés d'emploi, d'où l'application des normes, d'un noyau dur des normes du droit du travail du pays d'accueil. Et on vise, in fine, à assurer que la concurrence
se fasse sur des bases saines, sur des bases équitables, hein, de façon à ne pas soumettre aux entreprises des pays d'accueil, qui souvent, ces entreprises, c'est des pays où les droits sociaux, disons, sont plus développés, qui ne soient pas soumis à la concurrence déloyale et, disons, sauvage de la part d'autres entreprises qui viennent des pays où les normes sociales sont moins développées. Donc voilà cette première logique. La logique de la sécurité sociale, donc ici on voit que c'est une application, je sais qu'en termes purement juridiques, je sais qu'il y a beaucoup de professeurs dans cette salle, donc je ne vais pas le dire comme ça, mais en termes juridiques, disons, même si c'est le droit du pays d'envoi qui s'applique, mais il y a quand même une application d'un noyau dur de règles de travail du pays d'accueil. Donc c'est une sorte de combinaison ou d'équilibre entre les deux droits. Par contre, lorsqu'on parle de la sécurité sociale, effectivement, la situation est différente parce que le principe qui est posé, ça a été clairement dit par la plupart des intervenants, c'est celui de la dualisation du lieu de travail, la lex loci lavori. Mais pour des déplacements qui, en théorie, qui ont vocation à être temporaires et qui très souvent sont de très courte durée, l'application du pays du droit de travail serait compliquée. D'abord, c'est compliqué pour les travailleurs, parce que ça supposerait des interruptions permanentes dans leur carrière de cotisation. Et ça voudrait dire que si un travailleur se déplace pendant une semaine dans un pays et qu'il doit être assujetti au pays où il travaille, ça veut dire que pour les prestations familiales, pour les prestations de santé, etc., de sa famille, il devrait y avoir un changement. Donc ça serait compliqué pour les travailleurs qui verraient sa protection fragilisée, compliqué pour l'administration du pays d'origine qui devrait procéder à des démarches administratives pour des durées qui peuvent être relativement courtes. Donc en fait, l'équilibre qu'on trouve, c'est exactement celui-là, de dire que pour le déplacement temporaire, c'est le pays d'origine qui continue d'être responsable pour les prestations de sécurité sociale. Donc ça, c'est le principe que vous connaissez tous et qui, dit comme ça, a l'air relativement simple. Après, effectivement, la question qui se pose, c'est celle de l'application. Et je pense qu'une des questions importantes qui se pose là, c'est effectivement, comment dire, le rôle qu'on veut donner certains pays, notamment la France, c'est pas le seul pays, mais notamment la France, à ces formulaires A1. Et j'avais parlé lors de la préparation un peu de la totémisation de ce formulaire, dans le sens où il y a d'autres moyens pour contrôler si une entreprise est dans le cadre, d'une situation de détachement des travailleurs. Donc, il y a effectivement, aux yeux de la sécurité sociale, il y a le formulaire PDA1, mais l'inspection du travail peut avoir recours à toutes les mesures qui sont prévues dans la directive de mise en œuvre de la directive de détachement, aux notifications qui sont faites là, à l'exigence d'avoir des documents comme le contrat de travail, etc., etc. Donc, on pourrait avoir l'impression, je ne dis pas que ce soit la réalité, mais on pourrait avoir l'impression que certaines autorités donnent un rôle de contrôle au PDA qui n'est pas le propre. Et la preuve que ce n'est pas un instrument de contrôle approprié pour déterminer si une situation est une situation de détachement ou pas, c'est effectivement qu'il est émis par l'administration du pays d'origine, sans aucune intervention du pays d'accueil ou du pays où le travail est vraiment effectué. D'où cette jurisprudence qui, au fil du temps, c'est possible, mais qui effectivement dit que du moment où le PDR il est émis par une institution d'un pays de l'Union européenne, il doit être respecté par le pays où le travail se réalise. Sauf si, en cas de contestation, il faut effectivement entamer une démarche de dialogue, ça a été évoqué tout à l'heure aussi, dans le cadre de la commission administrative et de l'organisme de médiation, disons, pour contester ce rapport. Et ce qu'on voit dans les arrêts de la Cour, où, comme je le disais tout à l'heure, la jurisprudence évolue, c'est qu'on ne peut pas s'affranchir de cette étape-là de dialogue et de contestation entre administrations. Et j'ai un peu l'impression que ce qui s'est passé parfois, et notamment je pense au cas Vueling,
c'est que l'autorité française, les juges français, a décidé de par lui-même que le PD1 n'était pas valable. Il avait raison quant au fond, mais il n'a pas respecté les formes essentielles qui sont ces formes qui prévoient une procédure de dialogue et de conciliation préalable. Et je pense que c'est là où effectivement il faut faire attention. Par ailleurs, on voit que la jurisprudence évolue et dans le dernier, bon, pas le dernier, mais en fait, dans un arrêt récent de cette année, de l'année qui vient de s'écouler, l'arrêt Bouygues, on voit clairement que la Cour fait cette différence entre le PD1 et les conditions de détachement au regard du droit du travail. Et je pense que c'est un arrêt important parce qu'il dit effectivement le PD1 a été émis, donc on ne peut pas contester leur valeur, sauf si effectivement les pays d'origine, disons, les retirent, mais ça ne veut pas dire que on ne puisse pas constater qu'il y a une situation de détachement auquel il faudrait appliquer les conditions, les noyaux durs des conditions du droit du travail du pays d'accueil, dans ce cas évidemment de la France. Donc je pense que c'est là où il faut travailler sur ces points-là. C'est qu'effectivement, il ne faut pas, je crois, considérer que le mécanisme de contrôle sur le détachement à privilégier dans le cadre de l'inspection nationale soit le PD1. Il y a, dans l'article 9 de la directive de 2014, il y a une série d'instruments qui sont parfaitement valables et efficaces pour ceci. Et c'est à quoi on assistait dernièrement, et notamment depuis l'entrée en vigueur de cette directive, qui, comme on sait tous, concerne les droits du travail, pas les droits à la sécurité sociale, c'est qu'il y a eu une augmentation dans la demande de certificat PD1. Et ça a coïncidé parfaitement dans le temps avec l'entrée en vigueur de cette directive. Or, comme je le disais, cette directive, elle a d'autres moyens elle offre d'autres moyens aux administrations nationales de contrôler si les travailleurs qui travaillent sur leur sol sont dans une situation de détachement ou pas. Pour terminer, et ça c'est pas du tout juridique ce que je veux dire, mais effectivement, tout ça, ça pose la question de la coopération, ce qu'on appelle dans le jargon européen, je dirais, la coopération loyale entre administrations. Hein. Effectivement, je ne pense pas qu'on puisse d'emblée qualifier l'administration d'un pays ou d'un autre comme non loyale ou comme rétive à la coopération, mais effectivement, on peut trouver des instances où cela arrive. Et c'est pourquoi il faut renforcer cette coopération. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans la proposition de règlement pour amender le 883, qui est encore de discussion. Mais c'est encore plus important ce qu'on a fait avec la mise sur pied de l'autorité européenne du travail, où effectivement, elle existe déjà, elle a commencé ses fonctions, elle a déjà mené des actions, notamment des inspections conjointes faites coordonnées entre les inspections du travail des différents pays, mais surtout elle prévoit qu'il y ait un nombre de ce qu'on appelle NLOs, National Liaison Officers, qui vont représenter les administrations de 27 pays de l'Union européenne et qui devraient être à même de faciliter la coopération. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas qu'il y ait une question de mauvaise foi récurrente et qu'il y ait des administrations nationales qui refusent toute coopération. Je pense que très souvent, c'est que ces demandes se perdent dans le méandre des administrations d'un pays ou de l'autre. Je pense que cette instance européenne de coopération, disons, plus étroite entre les administrations nationales et qui devrait couvrir en même temps les inspections du travail et les inspections de la sécurité sociale, là où ces administrations sont séparées, je pense qu'elles devraient mener à moyen terme à une amélioration dans ce domaine, à une diminution de la fraude aussi. Un dernier point, si vous me permettez, parce que je suis très long, j'en suis conscient. Effectivement, le problème qu'on a, et ça, ceux qui sont des praticiens sur le terrain le savent mieux que moi, c'est que les entreprises qui ont vocation à la fraude, disons, si je peux le dire comme ça, vont toujours plus vite que les lois et que les inspecteurs. Donc, effectivement, il y a une question qui se pose, et qui est une question qui se pose au niveau national, mais qui s'accentue sans aucun doute lorsqu'il y a des activités transnationales.
Et là, je pense que c'est inévitable qu'il y ait un certain nombre de pirates qui agissent. C'est pas qu'il ne faut pas les combattre, hein, il faut les combattre. Mais je pense que du moment où il faut respecter les procédures nationales et européennes, et ces gens-là, s'ils ont vraiment une volonté de fraude, ces gens-là, ils ont toujours une longueur d'avance. Donc il ne faut pas s'arrêter dans cette course à la poursuite de la fraude et il ne faut pas laisser tomber les bras. Il faut vraiment continuer d'y aller avec détermination. Merci.